Terre, Magali Lehuche, Julia Thévenot, Vincent Patard et Stéphane Aubier. Installez-vous. Je suis pas sûre qu'on On va attendre 1 minute. L'arrivée de Vincent Patard et Stéphane Aubier, qui sont les pauvres obligés de faire tout le tour de la salle. Vous avez de l'eau, n'hésitez pas à vous servir. C'est bon. On peut avoir un autre verre. Bonjour. Bonjour à tous. Alors on est nombreux sur cette table ronde. Il va peut-être y avoir des petites frustrations parce que le temps est compté, mais on va essayer de tous parler ensemble des mondes imaginaires, ce qui est un sujet extrêmement vaste. Merci Margot. Je vais vous présenter brièvement chacun votre tour. Edwige Chirouter, bonjour. Vous êtes professeur des universités en philosophie et sciences de l'éducation et titulaire de la chaire UNESCO Université de Nantes. Vous faites philosopher les enfants partout dans le monde, en France particulièrement, mais aussi à l'étranger. Et vous appuyez souvent sur la littérature jeunesse pour cela. Magali Lehuche, bonjour. Vous êtes autrice, illustratrice, parfois autrice-illustratrice. Vous avez publié des dizaines, peut-être même des centaines, une centaine, j'imagine déjà, de livres pour enfants. Donc des albums pour les tout petits allant jusqu'au BD pour les grands, tous les âges représentés. Il y a un petit bruit, je me demande si c'est ma boucle d'oreille. C'est ma boucle d'oreille. Alors je prends une seconde. C'est bon. Excusez-moi. Donc, ceux et celles qui interagissent souvent avec des enfants ne peuvent pas ne pas connaître le travail de Magali Lehuche. Vous avez forcément déjà lu des Paco à vos enfants petits ou des Jean-Michel Le Caribou. Vous avez peut-être vu passer son livre La tribu qui pue, ses adaptations BD de Verte, Pomme, Mauve, ou récemment Les Petites Reines, votre BD qui a eu d'ailleurs un prix très récemment au Festival BD d'Angoulême, bravo. Voilà, donc bonjour Magali Lehuche. Julia Thévenot, vous êtes une grande passionnée de littérature jeunesse. Vous aussi, comme Magali Lehuche, vous avez plusieurs casquettes puisque vous êtes éditrice et autrice. Je dis éditrice en premier, mais peut-être que c'est autrice qu'il faut dire en premier, je ne sais pas, on ne va peut-être pas faire de classement. Vous êtes donc éditrice chez Sarbacane, où vous publiez des romans pour les grands enfants, les adolescents, et vous êtes autrice depuis quelques années avec Bord de terre, Lettre à toi qui m'aimes, et plus récemment, votre dernier ouvrage, Millepertuis, qui est paru chez Gallimard en 2023. Vincent Patard et Stéphane Aubier, vous vous êtes rencontrés à l'École supérieure des arts de Saint-Luc en Belgique et vous partagez pour le coup une casquette pour deux. Donc il y a plein d'histoires de casquettes ici. Vous, c'est une casquette d'auteur et réalisateur, enfin non, deux casquettes pour deux, auteur et réalisateur de films d'animation. Vous avez réalisé ensemble Panique au village, qui était d'abord un court puis un long métrage, l'histoire de 3 personnages, cow-boy, indien et cheval. Vous avez également réalisé des adaptations en film de livres jeunesse, parmi eux Ernest et Célestine ou encore Chien pourri. Vous utilisez des techniques diverses, allant du dessin animé au stop motion, en passant par le papier découpé, et vous faites des films à destination d'un public qu'on pourrait qualifier de familial. Voilà, donc bonjour à tous. C'était un peu long, mais vous êtes nombreux. Il y a des micros que vous pouvez vous partager, vous tendre au fur et à mesure.
Alors, je vais d'abord m'adresser ici à ceux qui sont des auteurs, ceux et celles qui sont des auteurs, des créateurs. Donc, Magali Lehuche, Julia Thévenot, Vincent Patard et Stéphane Aubier. C'est une question qui est commune pour vous quatre. Vous êtes tous auteurs de fiction, des fictions très différentes, sur des supports extrêmement différents, mais qui, néanmoins, nous embarquent toujours dans des mondes imaginaires et qui s'adressent pas forcément de façon exclusive, mais souvent à un public d'enfants. Est-ce que vous pensez à eux, les enfants, au moment où vous créez? Je ne sais pas qui veut commencer. On pense d'abord... oui et non. Oui, on pense qu'on doit s'adresser aux enfants. On ne fait pas tellement attention. Au début, on ne faisait pas tellement attention. On faisait d'abord des histoires qui nous faisaient marrer, qu'on espérait qu'elles amusent les gens autour de nous. Mais c'était pas la priorité, c'était pas vraiment de parler aux enfants. C'est un peu venu par la suite où on s'est dit oui, si on veut continuer à faire des films d'animation comme ça, il faut quand même qu'on s'adresse, juste parce que pour les télévisions, c'est principalement les films, les films d'animation, c'est principalement pour la jeunesse. Donc oui, on s'est légèrement adapté en se disant bah oui, il faut que les enfants puissent comprendre et adhérer à notre univers. Et voilà, c'est un petit peu comme ça que ça a commencé. Mais je crois qu'on n'a pas trop forcer la chose, quoi. Ils sont là quelque part. Oui, mais probablement plus maintenant qu'on a travaillé justement avec Jean Regnault sur l'adaptation de Chien pourri et de Ernest et Célestine, aussi avec Benjamin Renner. Je pense que ça nous a aidé à calibrer, à canaliser plus vers le monde enfantin que ce qu'on faisait avant. Je pense, oui. Ça nous a aidé aussi le fait de travailler avec d'autres personnes et d'autres univers qui ne nous appartenaient pas à la base. C'est un exercice intéressant parce que du coup, c'est vrai qu'en retravaillant les paniques au village, on a un petit peu plus dirigé, plus vers le monde des enfants, qui était moins le cas avant. Et on aura d'ailleurs l'occasion d'en parler plus en détail. Magali, Julia, est-ce que vous pensez aux enfants ? Oui, alors je suis assez d'accord. En fait, c'est vrai que je sais pas trop en fait à qui on pense quand on commence à faire une histoire. Évidemment qu'on pense au lecteur. Et c'est marrant, je me questionnais. En fait, moi, j'ai l'impression que je fais des histoires aussi peut-être en me demandant est-ce que ça m'aurait fait marrer, moi, à cet âge-là. Tout comme quand j'essaie de penser à une histoire pour ados, ce qui est très difficile. Parce qu'il ne faut pas que ça fasse la vieille qui veut faire une histoire pour... voyez, forcément, c'est des questions qu'on se pose, en fait. Mais on pense qu'il y aura un lecteur. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vachement besoin de cet échange qui va se faire avec un espèce de temps, d'un laps de temps que j'aime bien, parce que je ne suis pas devant le public. Mais ouais, mais en même temps, l'éditeur aussi est là pour dire... attention, ça peut être un petit peu compliqué à comprendre pour les enfants. Et bon, ça peut être des débats aussi, parce qu'il y a différents niveaux de lecture. Donc, voilà. Moi, je vous rejoins assez tous les trois, au sens où on s'adresse d'abord à l'enfant qu'on connaît mieux, qui est nous-mêmes, en fait. On s'adresse à son enfant intérieur avec lequel on garde un lien qui peut varier de période en période de notre vie, et parfois à nos propres enfants quand on en a. Et on pense très différemment, je trouve, à notre public enfant en fonction de à quelle tranche d'âge on s'adresse. J'ai récemment écrit des albums, et là vraiment on pense très intensément aux lecteurs enfants, parce que on voit beaucoup mieux la distance de compréhension qu'il y a entre un tout petit enfant et un adolescent, par exemple. Quand on écrit ou quand on réalise ou quand on conçoit une histoire pour adolescents, on est beaucoup plus proche d'une compréhension qui est la nôtre. En revanche, quand l'enfant est très jeune, on est obligé de renverser notre compréhension du monde en se disant il y a une compréhension du monde qui est différente pour les enfants. C'est aussi pour ça qu'on a des professionnels comme les éditeurs, comme les personnes qui ont travaillé avec vous pour les adaptations, qui nous guident un peu et qui nous disent là c'est peut-être un petit peu, enfin là il y a une ellipse temporelle qui est un peu difficile à comprendre, etc. Il y a donc une compréhension du monde particulière et aussi une capacité à ne pas comprendre le monde qui est formidable chez les enfants. Et moi j'y pense beaucoup quand j'écris, surtout sur des tranches d'âge un peu flottantes. Mon dernier roman, il met en scène une héroïne qui passe de l'enfance à l'adolescence, et tout ce qu'elle ne comprend pas fait vraiment partie de l'histoire. C'est-à-dire que quand on est petit, par exemple quand on lit des histoires,
il y a énormément de mots qu'on ne connaît pas. Et c'est OK, en fait. On passe à travers, sans s'en formaliser, sans s'en scandaliser comme on le fait quand on est adulte, sans vouloir absolument tout décortiquer. On accepte toutes ces zones d'inconnu, beaucoup plus facilement. Donc oui, on pense... moi, je pense au lecteur enfant de façon assez différente selon quel âge je lui donne. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est toujours intéressant de le rappeler lors de pour ceux qui étaient là hier, dans une des tables rondes, on a vraiment eu à cœur de souligner aussi que dire les enfants, c'est extrêmement réducteur. Et évidemment, il n'y a pas un enfant type. Et il y a les âges, certes, mais il y a aussi les personnalités. Donc là, on schématise forcément un petit peu, mais évidemment, en fonction des âges, c'est très, très différent. Edwige Chirouter, donc vous qui côtoyez des enfants autour de nombreux ateliers philo et qui vous appuyez beaucoup sur la fiction dans vos échanges avec eux, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi se plonger dans la fiction, c'est bénéfique, voire essentiel pour les enfants? C'est surtout une super ruse pédagogique. Si on les enrôle complètement. Dès qu'on dit « il était une fois », vous avez tout de suite le public des enfants qui est enrôlé parce que c'est quelque chose qu'on adore tous. On adore tous se raconter des histoires. C'est vraiment quelque chose qui est universel, qui est intemporel. Donc déjà, c'est un super miel qu'on leur offre pour commencer un atelier de philosophie, parce que des fois, le mot philosophie fait un petit peu peur. Et là, déjà, c'est les instaurer dans un espace qui est familier, qui est celui de la lecture des histoires. Et puis après, je pourrais développer vraiment beaucoup, mais l'imaginaire, c'est un immense laboratoire, en fait. C'est pour ça que depuis toujours, les humains se racontent des histoires pour plusieurs fonctions. J'en distinguerai deux principales. Il y a une fonction évidemment qui est celle du divertissement. Voilà, le monde est terrible, il y a la tragédie de la condition humaine, et donc on a besoin de s'évader, de s'échapper du réel pour se vider la tête et oublier nos soucis. C'est une vraie fonction et on en a tous besoin. Et puis il y a une autre fonction de la fiction, qui est au contraire, on plonge dans le monde de la fiction, pas pour oublier le réel, mais au contraire pour mieux le comprendre. Et quand on fait des ateliers de philosophie avec les enfants, on va d'approcher avec eux cette fonction éclairante de la littérature. Je rencontre une histoire sur l'amitié, sur la mort, sur l'amour, et cette histoire, elle va me permettre de mieux comprendre en fait le monde dans lequel je vis. Donc c'est un vrai paradoxe, mais la fiction nous permet de mieux comprendre la réalité que la réalité elle-même. J'ai l'impression que c'est pas que pour les enfants d'ailleurs, non ? Ah, mais c'est pour tout le monde. Et pour rebondir aussi sur la question de départ, moi j'aime pas beaucoup l'expression littérature de jeunesse. Moi je parle de littérature qui est aussi pour la jeunesse. Parce que quand on dit de jeunesse, on a vraiment l'impression qu'on adapte un discours à une tranche d'âge particulier. Si on dit que c'est aussi pour la jeunesse, ça veut dire que les récits qu'on peut lire, les albums qu'on peut lire aux enfants, ils sont accessibles de 4 ans jusqu'à ce que mort s'en suive. Et tous les parents éducateurs qui ont lu des histoires à leurs enfants le soir, que ce soit des Claude Ponty, que ce soit les albums ou les œuvres des auteurs qu'on a sur cette table-là, on a pris tellement de plaisir, nous, à lire ces albums-là, à rencontrer ces histoires. Et en fait, on les perçoit et on les interprète à des âges différents. Et je peux rencontrer ces récits à 4 ans et je peux les re-rencontrer à 15 ans, je peux les re-rencontrer à 53 ans. Et ça peut toujours résonner aussi avec ce que je suis et m'aider à grandir à tout âge. Oui, d'ailleurs, ça résonne pas mal avec ce qu'on a entendu de Nathalie Séjean tout à l'heure, cette circulation justement. Très bien, et du coup, Julia, vous parliez tout à l'heure vous avez évoqué le mot enfant intérieur. Du coup, c'est intéressant parce que justement, ça me fait une transition parfaite pour la question suivante. Justement, vous vous adressez à votre enfant qui est en vous. Comment ça fonctionne alors, tout le monde n'appelle pas ça l'enfant intérieur, tout le monde n'a peut-être pas présent son enfant intérieur, mais est-ce que pour vous, Julia, c'est quelque chose qui est essentielle? Comment elle se manifeste, la Julia enfant, dans la Julia écrivaine? Clairement, elle prend vraiment les manettes quand j'écris des histoires, surtout des histoires imaginaires. Et il y a quelque chose qui a beaucoup résonné en moi dans l'intervention précédente de Nathalie Séjean, qui est la volonté de reconvoquer des histoires qui utilisent l'émerveillement et la collaboration. Et particulièrement ce mot d'émerveillement, moi, c'est quelque chose qui m'est très précieux et qui est quelque chose qui est propre, en tout cas à mon enfant intérieur. Cette capacité à s'émerveiller qu'on a tendance à perdre un petit peu
par le quotidien et par la connaissance et l'habitude qu'on a de plein de choses, et qui peut nous choquer quand on voit la capacité d'émerveillement d'un très jeune enfant sur n'importe quoi, un rayon de supermarché. C'est dingue. On a oublié que c'était dingue. Tout est illuminé, il y a 1 milliard de choses. Et la capacité à l'émerveillement, on la perd aussi dans la connaissance habituelle qu'on a de certaines histoires, que ce soit une histoire de sorcière, une histoire d'un Superman qui sauve la galaxie, etc. On les connaît tellement bien qu'on ne s'en émerveille plus aussi facilement. Et donc, l'une des astuces, l'une des choses que j'essaye de faire moi dans mes histoires, c'est de tordre un petit peu ces histoires habituelles pour remettre l'émerveillement au cœur de ce schéma qu'on connaît bien. Et là, en l'occurrence, dans l'histoire de sorcière, la dernière que j'ai racontée, j'ai voulu redonner à la magie. Moi, j'ai grandi avec Harry Potter. Je suis très, très familière des histoires de sorciers qui agitent une baguette, disent un petit sort en latin et obtiennent des merveilles du monde. Mais au bout de 7 tomes, on en est très familier. On en est tous très familiers générationnellement. Et donc, comment redonner sa force, sa puissance, son côté déroutant, choquant et merveilleux à la magie quand elle a été déjà racontée et réinventée plein de fois. Et moi, mon idée, ça a été de la rendre à nouveau bizarre et un peu effrayante. Et donc, plutôt que de faire des potions à base de poison de scorpion, de sauge, de je ne sais où, on utilise les trucs bizarres, interdits et dangereux qu'on a chez nous. Les sorcières font de la magie avec de la javel, du décapfour, se font des tartines de décapfour parce que, après tout, elles sont des sorcières, elles pourraient manger des queues de scorpion, pourquoi elles ne mangeraient pas des tartines de décapfour? Et ce sont des interdits de l'enfance qui ont l'air savoureux et qui me permettent, moi, de redonner à la magie son côté déroutant, dégoûtant et émerveillant. Et du coup, toujours au sujet de cet enfant intérieur, Magali, vous êtes aussi très connectée avec une partie, en tout cas, de votre enfance ou de votre adolescence. Ça se sent particulièrement dans votre BD Nowhere Girl, qui pour le coup s'adresse plutôt à des enfants grands et à des adultes, évidemment. Je vous encourage tous et toutes à la lire. Comment ça s'est passé, ce dialogue avec la jeune Magali? Ben là, c'était vraiment particulier comme récit parce que je voulais raconter une partie de mon enfance-adolescence. Donc, j'étais pas encore dans l'imagination, dans l'imaginaire, dans la fabrication de personnages. Il fallait que je me replonge dans des souvenirs. Donc, c'est passé, moi, par la musique, par les Beatles, parce qu'au départ, je voulais je voulais parler des Beatles avant tout. Et puis après, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas parler des Beatles sans parler de... Enfin, je voulais parler de mon amour sans borne. Il faut savoir que Magali Lehuche est la plus grande fan mondiale des Beatles. Il y a une bonne communauté quand même. Ouais, je pense que... Et enfin voilà, donc du coup, forcément, mon premier objectif, c'était, c'est drôle, je vais raconter tout ce que j'ai fait d'absurde pour pas qu'on les oublie à l'époque, parce que j'avais très peur qu'on les oublie. Et puis en fait... Donc, voilà, il a fallu que je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui pouvait être intéressant, et ce qui est souvent le cas à l'adolescence, c'est qu'on a besoin de s'attacher à des choses très très fortes. On y croit, toute notre vie en dépend, que ce soit les Beatles ou autre chose, en fin de compte, ou même le sport, la danse. Enfin, il peut y avoir tout d'un coup des démesures à la passion, à l'amour, à des choses comme ça, qui sont, je pense, très très importante. Et donc, voilà, je me suis dit là, peut-être, c'est la phobie scolaire, le sujet. C'est la difficulté de quitter l'enfance, dans laquelle moi, je me suis retrouvée à ce moment-là, parce que je me suis rendu compte que je ne voulais pas quitter l'enfance, que j'avais du mal. Donc, il a fallu que je me replonge dans ces souvenirs. Donc, j'ai écouté beaucoup les Beatles. Bon, je les écoutais déjà pas mal, mais là, du coup, j'avais l'excuse qu'il fallait vraiment que je les écoute encore plus. Et j'essaye de me souvenir des sensations que j'avais, de ce que ça me procurait, et puis comment j'y croyais, en fait. Parce qu'encore, quand on est enfant, enfin, moi, j'ai ce souvenir très fort, encore aujourd'hui, même quand j'ouvre un livre, c'est la puissance avec laquelle je croyais aux histoires et aussi à l'univers dans lequel la musique pouvait me transporter. Et ça me le fait encore aujourd'hui quand j'ouvre, par exemple, je ne sais pas, On n'a pas sommeil
dont je me souviens plus l'auteur américain, qui est super livre, j'adore. Alors, je l'ai pas. Voilà, et je me rappelle que ce livre-là, je le lisais souvent et j'y croyais complètement. J'étais complètement dans l'idée que c'est vrai et que vraiment le grand-père, parce qu'il y a un grand-père qui explique que quand lui aussi n'avait pas sommeil, il partait, il gravissait des montagnes, il sautait sur un ours, des trucs dingues. Et je me rappelle du moment où je me suis dit, ah, en fait, c'est peut-être, il raconte n'importe quoi à ses petits-enfants pour qu'ils dorment. Et après, je me rappelle du moment où je me suis dit, ah, en fait, c'est une histoire qu'on a écrite. Et je me souviens que j'y croyais extrêmement fort. Et donc voilà, donc, tout ça pour dire que quand j'écris une histoire, là, pour l'occurrence, Nowhere Girl, j'essayais de me remettre dans des sensations comme ça d'enfant pour essayer de les raconter et de les partager pour que ça fasse écho en fait aux grands qui ont été enfants et ados et puis aux plus jeunes. Mais enfin, voilà. Je ne sais pas si je réponds complètement. Si, vous avez complètement répondu. Du coup, Vincent et Stéphane, peut-être que ça vous parle aussi, cet enfant intérieur. Alors vous, en plus, vous créez des films, alors je pense à Panique au village particulièrement, qui sont faits avec un matériau de base qui nous ramène tout de suite à l'enfance. Est-ce que vous avez l'impression, quand vous réfléchissez à vos projets, de redevenir des enfants, dans le sens avec le côté ludique que ça implique ? Oui, enfin, peut-être pas consciemment, mais oui, je crois qu'on est un peu comme des grands gosses. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a fait. Je sais plus pourquoi est-ce qu'on a fait. Ah oui, si. En fait, le Panique au village, ça vient d'un petit film que j'avais fait en dernière année à l'école. En fait, c'était juste l'occasion. Ce matériel-là, comme ces petites figurines, c'était vraiment l'occasion à la fois de faire un film en stop motion, c'est-à-dire en volume, et le faire à toute vitesse, le faire en une semaine et pour raconter une histoire. Et puis après, c'est bon, c'est fini, je quitte l'école et je ferai autre chose. Et puis c'est par la suite, c'est plus tard, juste pour l'histoire, c'est juste quelques années, peut-être même plus, qu'un copain a vu ça, il s'est dit, mais ce serait bien de faire quelque chose, d'essayer de faire une série à partir de ce concept-là. Et c'est un peu comme ça que ça a commencé. Mais oui, c'est vrai qu'on a certainement... Oui, je pense c'est vrai que quand les gens nous voyaient parler nous voient parler de mise en scène ou de choses comme ça, quand ils sont extérieurs, ils disent, bah oui, c'est deux gosses qui sont en train de jouer aux figurines, en fait. Vous voulez rebondir ? En fait, je crois qu'on ne doit pas rechercher l'enfant qui est en nous. Je crois qu'on est resté des gamins, je crois. Oui. On n'a pas arrêté de jouer avec nos petits bonhommes en plastique. Mais c'est vrai que moi, vous parliez d'émerveillement. Moi, je continue tous les jours à être émerveillé même quand je retombe sur un vieux bouquin, comme dit Magali, rien que l'odeur du papier, moi, ça me réveille plein de choses. Et c'est pour ça que je trouve ça tellement triste maintenant de voir. Enfin, moi, quand je vois mes enfants, ils sont tout le temps sur leur téléphone à regarder des trucs, mais ils n'ont plus l'odeur du papier. C'est dommage, quoi. Et donc, je les pousse tout le temps dans mes bouquins et tout. Allez, prenez du papier, quoi. Et ça sent, c'est tellement, c'est du plaisir de lire, de tourner des pages, enfin voilà. Et donc oui, l'émerveillement, il est là tout le temps en fait. Ouais. Oui, Edwige. Oui, parce qu'en vous écoutant, je vois vraiment ce lien, mais consubstantiel, qui unit l'enfant, la littérature et la philosophie. Bon, c'était mon sujet de thèse, c'est pour ça que ça résonne comme ça, mais c'est vrai qu'il y a chez l'enfant quelque chose qui est profondément philosophique. Vous l'appelez l'émerveillement, en philo on appelle ça l'étonnement devant le monde. C'est Aristote qui disait que ce qui distingue d'abord et avant tout les êtres humains des autres animaux, c'est la capacité à s'étonner. C'est parce que les hommes sont capables de se poser des questions qu'ils vont inventer toutes les formes de pensée qui permettront de répondre à ces questions universelles et fondamentales. Les mythes, les histoires, la science, la philosophie, les arts existent d'abord et avant tout parce que les êtres humains se posent des questions. Et c'est pourquoi, et c'est comment, et c'est pourquoi, et c'est comment. 3-4 ans. Et c'est génial quand on est prof de philo, parce que 3-4 ans, moi, c'est mes enfants qui m'ont persuadé que c'était super de faire de la philo avec les enfants et pas seulement en terminale, parce que je retrouvais dans l'étonnement devant le monde, concrètement, là, dans ma cuisine, il était là, quoi. Je l'avais lu dans les livres, et puis tout d'un coup, je voyais que mes propres enfants, et pourquoi, et comment, est-ce que le premier homme avait une maman ? On parlait de premier homme tout à l'heure, là, voilà. Est-ce que Dieu a un Dieu ? Est-ce qu'on est obligé d'être gentil avec tout le monde, etc., etc., etc. Donc il y a un lien consubstantiel
entre l'enfance et la philosophie, et ça malheureusement l'institution l'a trop oublié, puisqu'on ne fait pas de philo quand on est un enfant, on en fait quand on sort de l'enfance en terminale. Et puis il y a un lien consubstantiel de l'enfant avec la littérature. C'est Vincent Jouve, qui est un chercheur qui a travaillé sur la lecture. Il a une très belle expression. Il dit qu'il y a chez les enfants un consentement euphorique à la fiction. Et c'est Christian Bobin qui disait aussi, à chaque fois qu'on ouvre un livre, nous adultes, c'est une partie de l'enfance qui ressurgit dans cette croyance absolue. Voilà, que tout d'un coup, on est un pirate, tout d'un coup, on est une princesse, tout d'un coup, on est une aventurière, tout d'un coup, le monde de la fiction, il nous permet de vivre des expériences qu'on ne vivra jamais dans le réel, et ça, c'est totalement euphorique. Donc voilà, donc c'est ce lien entre l'enfant, la littérature et la philosophie qui est magnifique et qu'on célèbre un peu aujourd'hui aussi dans cette journée. J'aime beaucoup cette idée du consentement euphorique. Vincent Jouve. Vincent Jouve. La lecture, je ne sais plus. On remarque chez les enfants souvent qu'il y a des personnages de fiction qui existent très 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 fortement dans leurs esprits. On parlait, enfin, c'est toujours cette croyance dont vous parlez, Magali, c'est vrai en fait ce qui se passe. Et il y a des personnages qui dépassent même ce rôle de personnage et qui deviennent des héros, voire quasiment des divinités. Alors vous parliez d'Harry Potter par exemple tout à l'heure, Julia. Ça peut être, alors on a vu des grandes vagues comme ça, la Reine des Neiges chez certaines petites filles souvent. Enfin voilà, mais des choses comme ça des personnages qui prennent une ampleur énorme dans la vie psychique des enfants. Du coup, j'ai demandé à mes 3 petites invitées de me parler de leur héros ou héroïne. On va les écouter. Je sais pas trop parce que j'ai pas trop d'héroïne. Mais comme j'aimais beaucoup Harry Potter, je pense que mon héroïne c'était Hermione Granger parce que c'est quelqu'un de très intelligent qui réfléchit beaucoup. Est-ce que c'est comme un modèle pour toi ? Non, pas forcément, c'est juste que j'aime bien. Mais en fait, j'ai pas vraiment trop d'héros ou d'héroïnes. Mais si je devais choisir une héroïne, ça serait plutôt elle. Moi, c'est Superman parce que dans le film, je l'aime beaucoup. Il est très joli. Et puis, j'ai trouvé très bien ce film-là. Voilà. Moi, mon héroïne, c'est moi. Voilà, on est sur quelque chose de très... C'est plein d'avis très variés sur les héros et héroïnes. Edwige Chirouter, du coup, est-ce que ces personnages, ces héros, est-ce qu'ils viennent répondre à des besoins forts d'identification chez les enfants ? Oui. Est-ce que vous pouvez développer ? Oui, parce que c'est toujours cette histoire qu'il n'y a pas de civilisation sans récit, et c'est une des fonctions, effectivement, d'avoir des personnages qui vont incarner des peurs, des angoisses, des fantasmes. Superman, si je m'identifie à lui, je peux voler dans les airs. Chez Platon, il y a un mythe qui s'appelle l'anneau de Gigès, je peux devenir invisible quand je veux. Je peux vivre des histoires d'amour, je peux vivre des aventures que le réel seul ne m'offrira jamais. Donc il y a des fonctions presque de catharsis dans les personnages. Il y a des fonctions d'identification, ou moi ce que j'aime bien appeler de résonance. Ça résonne, ça parle. Un psychanalyste dirait comme Bettelheim, voilà, je rencontre un personnage et ça, voilà, au sens psychanalytique, va faire écho à des angoisses, et rencontrer des personnages qui vont surmonter ces peurs, surmonter ces angoisses, ça va m'aider à grandir. Donc ça fait du bien, en fait, voilà, de se retrouver dans des personnages qui vont vivre les mêmes épreuves que je vis ou que je pressens même inconsciemment, et qui m'ont donné de l'espoir. Une des spécificités de ce qu'on pourrait appeler la littérature jeunesse, c'est que même si elle aborde des questions graves, des questions délicates, il y a toujours l'idée quand même de l'espoir. Même dans des récits qui peuvent aborder encore une fois des questions graves comme la mort, ou même montrer la condition humaine sur des aspects qui sont plutôt pessimistes. Je pense à l'œuvre de Tommy Ungerer, voilà, qui a une vision assez pessimiste de la condition humaine. Il y a quand même toujours l'idée qu'on va y arriver. Parce qu'il y a une forme de responsabilité qu'on a aussi, nous adultes, de leur dire que même si le monde est difficile, il y a toujours de l'espoir et qu'on va y arriver. Et c'est pour ça que les héros des contes de fées, par exemple, surmontent toujours les épreuves.
dans nos petites invitées. Donc on entend Louise qui parle d'Hermione, alors qui pour elle, enfin voilà, qui est pas non plus complètement, qui l'a pas divinisé, mais on sent que Harry Potter, le livre Harry Potter, enfin les livres Harry Potter, ça a vraiment fait date dans l'univers des enfants de façon extrêmement forte. Est-ce que vous sauriez dire pourquoi ? Il y a plein de raisons, mais une des raisons par rapport justement à cette résonance, c'est qu'elle a réussi à faire un récit qui ressemble très très fort à un récit de conte de fées de tradition orale. Et elle y a mis plein d'éléments qu'on retrouve justement dans ces récits-là. Je parlais tout à l'heure d'un mythe de Platon avec l'anneau de Gilgas sur l'invisibilité. On le retrouve chez Harry Potter. C'est un grand fantasme. Harry Potter, ça commence comme un roman familial. C'est un enfant abandonné, qui est maltraité par ses parents. Quand Harry Potter, le petit poussé, il y a Hansel et Gretel, il y a des choses comme ça. Et puis ses vrais parents, c'est des sorciers, etc. Donc il y a plein d'éléments qui relèvent aussi des contes de tradition orale et qui ont justement traversé les siècles, comme le disait Nathalie dans la conférence tout à l'heure. Les récits, ils se répètent. Donc il y a des ingrédients aussi qui vont résonner avec notre ADN culturel, pour reprendre l'expression de tout à l'heure, et qui fait qu'effectivement, ça va résonner de façon universelle chez chacun et chacune. Si je peux rebondir, littérairement, il y a aussi une technicité de l'autrice de Harry Potter qui fait que ça a pu résonner aussi bien chez des petits lecteurs anglophones ou japonais, par exemple. Il y a plein d'exemples de micro-scènes qu'analysent bien mieux des spécialistes, mais par exemple, le premier cours de potions de Harry Potter, on a les deux héros qui n'ont jamais, donc Harry et Ron, qui est son meilleur ami à ce moment-là, qui n'ont jamais eu de cours de potions, qui arrivent dans cet univers inconnu, qui est tout aussi inconnu pour le lecteur, et donc on a cette capacité à l'émerveillement, à l'étonnement, avec une première description de l'énorme marmite, le chaudron, où bouillonnent des trucs qui font des couleurs. Il y a une description multisensorielle de ce qui se passe, et on revient aux deux héros juste après, qui se sourit d'un air content derrière le chaudron, parce que c'est génial. Et donc il y a une complicité et une description qui est facile d'accès pour toutes les cultures, puisque en fait c'est commun à personne, mais tout de suite sensoriellement agrippable en fait. Donc il y a évidemment plein de raisons culturelles, et en plus une approche littéraire vraiment maligne et qui reprend cette capacité à l'étonnement merveilleuse chez les jeunes lecteurs. Alors, Julia, vous venez de nous prouver que vous êtes une Potterhead. Je ne sais pas si vous qualifiez ainsi, oui, mais que voilà, vous avez vraiment grandi en immersion dans l'univers d'Harry Potter, que vous connaissez extrêmement bien. En quoi il a pu vous influencer, cet univers ? En quoi vous vous définissez peut-être comme une héritière ? Enfin, moi, je vous définis comme une héritière, si jamais vous n'osez pas le faire, notamment dans votre roman Millepertuis. Je pense que comme tous les auteurs d'imaginaire, de fantastique, depuis à peu près 25-30 ans, si j'écris une histoire d'imaginaire, notamment qui met en place de la sorcellerie, de la magie, c'est forcément une réponse à Harry Potter. Malgré moi, si je voulais faire autrement, je ne pourrais pas en fait. Une réponse à Harry Potter parce que je l'ai lu, parce que j'ai été biberonnée, parce que j'en étais imprégnée pendant des années, personnellement et générationnellement. J'ai écrit, lu des fanfictions, j'ai réfléchi à cet univers, etc. Mais même si je n'avais pas été aussi étroitement imbriquée dans l'univers de Harry Potter, je n'aurais pas pu passer à côté. Et écrire aujourd'hui une histoire de sorcier, ça serait forcément, il serait nécessaire pour moi de lire Harry Potter pour faire soit mieux, soit différent, soit écrire dans les failles d'eux. Il y a des écrivains comme une amie qui s'appelle Eileen Mancho, qui, elle, estime qu'elle écrit dans les failles de Harry Potter. Elle écrit par exemple un roman qui se passe dans un internat magique où il y a enfin, dit-elle, de la sensualité, enfin un petit peu de sexe, enfin un peu plus qu'un bisou chaste. C'est pour les ados, les grands ados, je précise. Parce qu'elle me dit, on a quand même 7 tomes d'internat magique où ils sont tous dans des dortoirs collés serrés et il n'y a pas un seul truc qui se passe. C'est incohérent. Ça se passe peut-être, mais on ne le lit pas, en tout cas. Voilà, donc c'est une zone de silence. Et donc, moi, dans Millepertuis, je n'ai pas voulu écrire dans les failles, mais j'ai voulu, voilà, comme je disais tout à l'heure, parce que c'était forcément une réponse à Harry Potter, me réapproprier la magie, la figure du sorcier pour en faire quelque chose d'un peu neuf, un peu différent. Et pendant longtemps, je dirais qu'au moment de Harry Potter, il y a peut-être 20, 15, 10 ans,
on a eu plein d'histoires de sorciers qui étaient dans la même mouvance, en fait, qui étaient des sortes de Harry Potter copiés, décalés, dérivés, certains des succès d'années vraiment trop proches presque. Et à la génération d'après, ce qui est très commun dans toutes les branches culturelles, à la génération d'après, on arrive à quelque chose qui n'est plus de l'ordre du dérivatif et qui est perché sur les épaules de la première œuvre, en fait. Et j'espère que moi et plein de co-auteurs, de camarades, et là je suis sûre qu'en tout cas eux le font, on est dans cette mouvance de réinventer, de se construire sur cette œuvre. Je confirme que c'est le cas. Est-ce que peut-être... Vincent et Stéphane, est-ce que vous aussi, vous travaillez sous l'influence peut-être d'œuvres qui vous ont marqué enfant et qui persistent à vous nourrir? Est-ce que vous sentez que vous travaillez soit dans les failles, soit de façon complètement assumée? Oui, sûrement beaucoup. Là, comme ça, c'est un peu le stress. Du coup, c'est difficile à trouver des références. Mais il y en a une qui me vient en tête tout de suite. Parce que je dis ça parce que avec les autres personnes que ce soit avec Vincent ou alors Vincent Tavier, le producteur, il y a une série pour enfants, par exemple, qui s'appelle Petsy, qu'on a toujours adoré. C'est bêtement des histoires avec des animaux. Petsy, c'est un ours, et puis son copain, il y a un autre personnage qui s'appelle Amiral, c'est un morse. Il y a un pingouin. Ils habitent dans un espace qui est plutôt une espèce de... Ils habitent à la campagne et leurs histoires sont un petit peu absurdes. Enfin, ils passent leur temps à construire des maisons et puis elles se démolissent. Enfin, il se passe toujours des trucs. Enfin, c'est entre le surréalisme, mais c'est réaliste et c'est posé sur le sol en même temps. C'est un peu étrange comme truc, mais on aime beaucoup. Oui, mais c'est quand même, c'est du surréalisme constructif. Parce que, oui, en fait, ils ont des idées, par exemple, dans le premier livre de Petsy, par exemple, je me souviens, Petsy se promène sur un chemin avec je crois que c'était c'était Amiral ou plutôt le pingouin, le pingu, et puis il trouve un pingo. Pingo, oui. Et alors, il trouve une espèce de roue comme ça. Petsy qui dit, oui, on va pouvoir faire un vélo. Mais non, ça, c'est un truc, c'est pour faire un bateau. Mais c'est génial, on va faire un bateau. Et donc, ils amènent tous les copains, ils construisent un bateau, et puis ils partent en voyage, en fait. Et chaque fois qu'il revient, c'est uniquement pour manger des crêpes que la mère fait, mais c'est tout. Sinon, il part tout le temps avec son bateau. Et du coup, ça leur permet de voyager et de découvrir plein de monde. Et donc, ils vont dans le nord, mais le nord qui ressemble pas au nord que nous on connaît, mais c'est vaguement inspiré, mais ça part dans des pays imaginaires un petit peu, même comme Jules Verne, quoi. C'est vraiment, c'est super riche, mais ça garde ce côté un peu enfantin, mais les personnages, c'est absolument génial, hein. C'est un truc, moi chaque fois dans les brocantes, quand j'en retrouve, hop, c'est pour moi, et je les offre à des anniversaires et tout ça pour eux. Mais oui. C'est vrai, comme dit Vincent, c'est un truc assez marrant, c'est que en fait le monde de Petsy, on croit que c'est sur la Terre, mais on ne sait pas si c'est sur la Terre. On sait que quand ils font tout le temps des voyages, et tu as l'impression qu'ils sont allés, ils ont fait un voyage magnifique, mais c'est un peu comme ils avaient fait le tour du bâtiment, ils sont revenus, mais en même temps, on a vu des choses. Visuellement, c'est pas hyper brillant, mais c'est plutôt les éléments tels qu'ils sont présentés, tels qu'ils sont mis en scène, les objets tels qu'ils sont mis en scène, qui font qu'on est toujours fasciné. Et comme dit Vincent, c'est aussi les personnages, il n'y a aucune violence, ils sont tous gentils, mais pas bêtement gentils. Ils sont juste parce que, ou un peu bêtes, mais ils le reconnaissent. Ou alors quelqu'un le dit. Oui, c'est ça, ils assument leur bêtise. Mais voilà, c'est vraiment, c'est un peu comme vous étiez tout d'un coup, vous êtes avec des gens et vous vous sentez super bien dans cet endroit-là. Je sais pas, vous faites des cabanes, vous allez faire un champ en 2 secondes, enfin pas en 2 secondes, mais le lendemain, il y a déjà des pommes de terre qui poussent. Tout va très vite chez Petsy. Vous le vendez très bien. Même les problèmes, c'est jamais un problème. C'est un truc qui nourrit un autre truc. Enfin, c'est vraiment, oui, c'est absolument génial. Edwige, vous vouliez réagir? Non, je ne connais pas. J'ai super envie d'aller voir ce que c'est.
Bon, j'ai pas prévu de vous montrer, mais par contre, on va regarder. Ah, non, allez-y. Non, mais juste, je voulais dire qu'en vous entendant parler, quoi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur ce consentement euphorique à la fiction, et tout d'un coup, c'était super, quoi, de vous voir parler de cet univers. On avait vraiment l'impression de retomber en enfance avec vous, quoi. C'était super. Bah, pour continuer le consentement euphorique, on va regarder une petite vidéo, un extrait de votre film Panique au village, dans l'euphorie. Cheval, Madame Longuerie, la voiture est réparée. Déjà ? Oh, très bien. Ne bougez pas, Monsieur Cheval, j'y vais. Et voilà. Parfait. Allez, j'essaie. Oh. Oh. Oh non. Elle marche pas. Oh. Alors. Catastrophe. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est foutu indien. On ne partira jamais en vacances. On va devoir rester ici toute notre vie. C'est quoi? Bon, rien. C'est Anne qui appelle. Salut les gars. Voilà, on est arrivé. Ça va vous? Oui, ça va. Regardez, on a mis le bateau à l'eau. Il flotte nickel. Oh, viens voir ça, indien. Je vous amène plus près. L'endroit est vraiment bien. Ouh. Bon, alors là, on est sur le pont. Et d'ici, on voit nos tentes. Alors Vincent Patard et Stéphane Aubier, c'est intéressant parce que Panique au village, comme vous disiez, ça n'a pas forcément été pensé pour le jeune public, mais vous saviez que vous vous adressiez a priori à un public familial et que vous l'avez petit à petit adapté aussi en prenant plus en compte les enfants qui allaient le regarder. Il n'y a pas d'enfants dans Panique au village. Les personnages ne sont pas des enfants, ce sont des animaux, des adultes, un indien, un cow-boy. Et pourtant, je pense qu'il y a quand même ce processus d'identification. En tout cas, il y a une adhésion très forte d'un public enfantin. Qu'est-ce que vous en pensez? J'imagine que pour vous, c'est pas... Il n'y a pas besoin d'un enfant pour qu'un enfant rentre dans l'histoire. Non, mais enfin, ils ont chacun quand même un statut. Quand même, quand on voit chez Cheval, par exemple, Cheval, c'est un peu le chef de famille, et Cowboy Indien, c'est un peu les deux gamins quand même dans le truc. Et de nouveau, dans la ferme, chez Steven et Janine, je pense que les animaux, c'est pas vraiment les animaux de la ferme, c'est plutôt les enfants de Janine et Steven. D'ailleurs, Janine, je pense qu'elle se comporte un petit peu comme si c'était ses enfants. D'ailleurs, elle pleure chaque fois quand ils vont à l'école. Elle est triste parce qu'elle va passer une journée sans ses animaux, parce qu'ils sont à l'école. Donc, oui, ils ont quand même un statut quand même enfant, adulte. Mais bon, tout ça un peu mélangé. Les frontières sont un peu floues, effectivement. Par moments, ça dépend aussi de ce qui s'y passe, de ce qui se passe. Oui, mais... Non, mais justement, c'est intéressant de noter que cette identification dont on parlait, peut-être qu'Edwige, vous pouvez nous en dire plus à ce niveau-là. On n'est pas, on parlait d'Harry Potter qui a marqué les enfants de l'âge d'Harry Potter, et souvent d'ailleurs ils ont grandi avec l'œuvre, en ayant le même âge que leur personnage. Mais en fait, cette fonction-là, elle se fait à travers des personnages extrêmement variés, extrêmement divers, notamment les animaux, beaucoup dans la littérature jeunesse, dans la fiction. Voilà, il n'y a pas nécessairement un besoin de ressemblance. En fait, on sous-estime peut-être un peu trop les enfants quand on s'imagine qu'il faut. Je pense que ça résonne, une fiction, un récit et un lecteur, une lectrice de tout âge, pas par rapport au personnage, même si c'est genré ou l'âge, etc., mais par rapport à ce qu'il traverse et aux problématiques qu'il se pose. S'il a peur de grandir, s'il vit un chagrin d'amour, s'il a peur de la mort. Et si le récit est assez à la fois incarné et universel, je crois que les personnages qui traversent les époques, c'est des personnages qui à la fois sont dans une situation qui est singulière, évidemment, mais qui nous parlent de choses qui sont complètement universelles. Et donc, ça va résonner, en fait, quand le personnage va traverser, encore une fois, des épreuves, des questionnements qui sont les miens au moment où je rencontre le récit. Je pense qu'un des mots importants aussi, c'est le mot de rencontre. C'est comme une histoire d'amour. On va lire plein d'histoires, et puis tout d'un coup, il y en a une
voilà, presque par alchimie. Des fois, je ne sais pas exactement pourquoi, même si je pourrais l'analyser, mais ça parle. Voilà. Et cette histoire, elle va changer ma vie. D'où l'importance aussi de multiplier les rencontres. Et là, pour parler de l'importance des lieux de médiation, l'école publique, voilà, où tous les enfants peuvent aller et avoir des enseignants qui sont là justement pour leur permettre de rencontrer ces histoires, les bibliothèques, tous les lieux de médiation culturelle qui sont des lieux indispensables pour permettre à toutes et à tous de faire un jour cette rencontre qui peut changer une vie, parce qu'une fois qu'on l'a fait, les petits papiers qui sont passés, là, le jour où j'ai rencontré une histoire. Et en espérant d'avoir des habitudes de lecture, qu'on n'oubliera jamais cette expérience qu'on a vécue, cette rencontre-là, et qu'on multiplie les occasions de cette rencontre. Alors vous dites qu'il peut changer une vie, donc c'est vraiment intéressant, parce que ça me fait penser à cette responsabilité d'un coup, qu'en tant que créateur, auteur pour la jeunesse, vous devez forcément ressentir d'une certaine façon. Magali, est-ce que vous sentez, vous, quand vous créez pour les enfants, est-ce que vous avez un sentiment de responsabilité un peu plus élevé, peut-être? Je ne sais pas si c'est... Non. Enfin, je ne sais pas si je me sentirais responsable. Non, mais par contre, j'ai l'impression de plus en plus que j'ai comme une petite mission. Que j'adore rencontrer les enfants parce que je trouve que... Je ne sais pas comment dire, quoi. Il y a une sorte, justement, ils ont envie d'y croire. Alors, c'est vraiment l'histoire, quoi, le plus important. Ils ont envie de jouer, ils ont envie d'y croire. Si ça ne marche pas, ben, ça ne marche pas, quoi. Enfin, et puis, c'est très clair, très cash. Puis, ils ont envie de parler d'eux, en plus. Enfin, j'adore cet échange avec eux. Et en fait, moi, j'aime l'idée que je puisse leur donner une espèce de pas de côté au réel. Enfin, moi, c'est ce que j'aimais dans les livres. J'avais besoin de ça parce que j'étais une petite fille assez angoissée. J'avais peur de dormir, j'avais peur. Et donc, le truc qui me rassurait, c'était les histoires, aussi bien à la télé que dans les livres. Même si j'ai lu tard, c'était surtout les images. Et en fait, je comprends pourquoi je fais ce métier. Je me dis, ok, c'est normal. En fait, je pense que j'ai besoin et j'ai envie de voir que ça peut aider à une sorte de petite sortie de secours du réel de temps en temps. Même si, moi, pour le coup, les héros que j'aimais, c'était pas des héros très fantastiques. On va dire, quand j'étais petite, j'aimais Temtom et Nana, j'adorais Fanette et Malunet, qui vraiment avait un quotidien, une coupe au bol comme moi, sauf que je l'adorais parce que parfois elle était comme on lui demandait d'être, très ordonnée, et ça lui coûtait quand même, et puis parfois elle était complètement fantasque, et j'adorais parce que c'était un peu cracra, quoi. Et c'était possible que ça soit cracra en plus, et donc voilà, et donc je me sens plus comme aujourd'hui, maintenant que ça fait un moment que je fais des livres, j'y vais un peu comme une petite mission, quoi. Et je sais que je sois Magali ou quelqu'un d'autre, les enfants, ils s'en fichent complètement. Et c'est l'histoire qui est important. Donc j'ai envie d'arriver à les emmener, quoi. Voilà. Est-ce que ce mot de mission vous parle aussi, Julia? Un peu fort, peut-être. Oui, c'est intense. On est dans le super-héros, quoi. Donc, ouais. Mission, je ne sais pas, mais quand tu parles de responsabilité, en fait, curieusement, ça résonne davantage pour moi. Aussi parce que donc j'ai une double casquette, comme tu l'as évoqué, je suis éditrice par ailleurs, et donc on n'a pas le même regard en tant qu'éditeur-éditrice. On a un créateur qui a le droit d'être complètement foufou, et nous on est là pour dire là il y a un trou. Donc j'ai parfois ce rôle-là qui parfois vient interrompre mon processus créatif en tant qu'autrice. Mais je trouve que la responsabilité, elle m'évoque surtout ce sentiment génial que j'avais en découvrant certaines choses dans des livres, de dire je peux apprendre des choses dans des livres. Par exemple, j'ai appris ce que j'ai oublié depuis, donc mais combien d'écus il y avait dans un louis ou ce genre de choses. J'apprends des petits bouts du monde dans la littérature. Et c'est magique, quoi, parce que je lis une histoire pour m'amuser, pour m'évader, comme tu disais, vraiment le côté ce pas de côté avec le réel. Et en même temps, de temps en temps, je découvre, vraiment c'est un tour de magie, une vérité sur le réel. Et de temps en temps, je me rappelle de cette responsabilité-là quand je raconte des histoires complètement imaginaires, le plus souvent, en me disant, oh là, en fait, là, sur cette scène-là, c'est vraiment le moment de dire un truc qui est vrai.
Ça n'interrompra pas du tout le processus de fiction euphorique. En revanche, ça ajoutera quelque chose, j'aurais donné quelque chose en plus. Et par exemple, là, c'est un livre qui parle beaucoup de la féminité. Et il y a eu un moment, donc les sorcières, elles utilisent plein de choses dégoûtantes. Elles utilisent de la javel, mais elles utilisent aussi leurs larmes, leur sang, etc. C'est très organique. Et comme c'est une jeune fille qui grandit, ben, elle fait de la magie à un moment donné avec le sang de ses menstruations. Et de ces règles, quoi. Et donc, j'ai parlé des règles. Et là, c'est un moment où je donne quelque chose, je donne des éléments à une jeune fille qui grandit. Voilà, c'est juste un exemple. Mais ça renvoie aussi à ce que disait Nathalie Séjean, qu'on cite beaucoup ce matin, conférence très marquante, justement sur... elle a dit « Une histoire est plus puissante qu'un fait ». Dans le sens où si un fait rentre dans une histoire, est raconté au sein d'une histoire, il va forcément s'imprégner différemment. Je l'explique beaucoup moins bien qu'elle, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, il faudra regarder sur YouTube en replay. Mais en tout cas, oui, c'est à ça que ça fait écho. Edwige, vous vouliez peut-être réagir ? Oui, juste parce que c'est pour ça que Platon se méfiait des poètes. Parce que c'est ce qu'on appelle aussi peut-être en politique le storytelling, c'est-à-dire que les récits, ils nous manipulent aussi beaucoup. C'est un outil de manipulation énorme. Et donc Platon voulait évincer les poètes de la cité parce qu'ils étaient beaucoup trop dangereux. Ils pouvaient manipuler le peuple. Le joueur de flûte d'Hamelin. Mais c'est vrai qu'on est... La fiction, c'est aussi un outil de manipulation. C'est aussi un outil où on véhicule des valeurs de façon plus ou moins consciente. Comme le disait Nathalie dans la conférence tout à l'heure aussi, c'est que les histoires, elles véhiculent une vision du monde particulière. Et ce qui est intéressant aussi par rapport à la littérature dite de jeunesse, c'est que ça peut être une façon aussi de délivrer un discours non moralisant, non édifiant, mais qui véhicule certaines valeurs qu'on a envie de défendre quand on s'adresse aux enfants. Voilà. Merci. Alors, on n'aura pas le temps de rentrer en détail dans le commentaire, mais j'avais envie quand même de vous montrer une petite vidéo de Chien pourri, parce que justement sur cette question je trouve ça intéressant, sur cette question de la responsabilité, de la mission, on peut l'appeler comme on veut. Je me demandais, voilà, Stéphane et Vincent, porter à l'écran une fiction déjà existante, c'est essayer de continuer à garder son public initial. On va regarder la vidéo et peut-être après vous pourrez nous dire un petit mot pour conclure sur ce projet. Huh? Look, it's the canine dumpster. Hey! Did you lose your fleas? Wow! That's the loudest pizza I've ever seen! Neat! He wants to play hide and seek. I love that game. He can't see me, he can't see me, he can't see me. Hello! My name is Flatty Cat. Huh? Flatty Cat? How in the world did you find me? I don't know. I got lucky. Wow, you're good at this. What do you call yourself? What do I call myself? I don't have to call myself, because I'm always here. Okay, yeah. Oh, wow, you stink! How about I call you Stinky Dog? Stinky Dog? So my name would be Stinky Dog? Oh, yeah, I love it! Whoa! Come take cover, Stinky Dog. Coming, Flatty Cat! Oh, your place is nice. Hey, Flatty Cat, I think I have something stuck on my paw. Show me. Yeah, that's old spit out gum. Sticking to my teeth. Alors, voilà, c'est Chien pourri, donc le long métrage adapté du livre, de la série de livres de Colas Gutmann et Marc Boutavant. Peut-être que vous pouvez nous dire un petit mot justement sur qu'est-ce que ça implique en tant que créateur à nouveau de partir d'une œuvre existante pour les enfants. C'est une belle expérience en fait. On ne s'attendait pas du tout à ça. Quand on a commencé à travailler sur les scénarios avec Jean Regnault, avec Jean-Louis aussi. Donc on était plus ou moins 3 pour faire les scénarios. Et puis il y avait d'autres scénaristes qui sont arrivés par la suite, mais qui devaient. Au départ, on a fait 10 scénarios ensemble. Et pour nous, c'était une découverte. On n'a jamais travaillé comme ça.
Et donc d'apprendre à travailler avec des règles qui sont peut-être très différentes de ce qu'on faisait avec les scénarios de Panique au village, où on faisait tout ce qu'on voulait. Là, il fallait qu'on tienne compte il ne fallait pas trop de violence, il fallait que ce soit très lisible. Et puis il y a aussi bêtement une raison économique. Il ne fallait pas que les personnages fassent trop de choses trop compliquées à faire, sinon ça allait coûter trop cher à la production. Donc voilà, il fallait trouver des compromis pour raconter des histoires et en même temps développer les personnages. Et c'était marrant, c'est cette expérience aussi parce que on apportait de nouveaux personnages dans la série. Au fur et à mesure, il y a d'autres chiens qui prenaient vie ou d'autres chiennes. Enfin, ça donnait vraiment un espèce de petit village qui se mettait en place. Et voilà, c'était rigolo. Il y a 2-3. Et puis surtout, on pouvait vraiment s'amuser dans les scénarios. On pouvait raconter des trucs totalement idiots au début, en tout cas, parce qu'on était en petits groupes. On en rigolait beaucoup. Et puis, il fallait les réadapter par la suite. Mais voilà, c'était chouette. Vincent ? Mais oui, en fait, c'était d'abord une adaptation du monde graphique de Marc Boutavant plutôt que vraiment une adaptation du texte de Gutmann, parce qu'en fait, lui, il a donné carte blanche et donc du coup, c'était vraiment avec Marc qu'on travaillait. Et ce qui est intéressant, justement, par rapport au personnage, on pensait à justement un personnage de puce ou quoi sur le corps de Chien pourri. On envoyait l'idée à Marc qui nous renvoyait des petits dessins, des puces. Enfin, nous, on dessinait nos personnages comme ça, spontanément. Et puis après, on les envoyait à Marc qui nous renvoyait des designs pour les intégrer dans son univers. Et ça, c'était intéressant aussi de voir que l'écriture, elle n'était pas que par écrit, c'était une écriture aussi graphique, et il y avait tout le monde de Chien pourri qui prenait une nouvelle naissance par rapport à ce qu'on connaissait des livres. Parce que c'est vrai, comme disait Stéphane, par exemple, par rapport à la production, on a dû vraiment imaginer une géographie bien spécifique pour qu'il y ait justement, dans les 10 premiers scénarios, on en a profité pour visiter les lieux, et puis après, quand les autres scénaristes sont venus nous aider, ils ont utilisé ces lieux pour réinventer de nouvelles histoires, mais en utilisant les mêmes espaces qu'on avait développés au départ dans la Bible. Donc ça, voilà, c'est intéressant. Après, ça devient un petit peu comme un jeu de société. Et puis les différents auteurs qui ont participé, parce qu'il y avait quand même 52 épisodes. C'est déjà nous, on écrit super lentement, donc du coup, 52 épisodes, je crois que on a 150, on y est encore, quoi. Donc du coup, ce qui est intéressant, c'est justement de faire des équipes comme ça d'écriture, quoi. Surtout que nous, quand on racontait les histoires avant, quand on écrivait les histoires, on les écrivait pas, on les dessinait. On dessinait sous forme de storyboard. Du coup, là, on a dû apprendre. On dit, vous ne pouvez pas dessiner les histoires. Vous n'avez pas le temps, donc il faut apprendre à écrire. Donc ça, c'était vraiment. Pour des auteurs, apprendre à écrire. C'est une découverte de cette manière de travailler. Et c'est marrant parce qu'on découvre d'autres choses. En écrivant, les histoires se racontent encore un petit peu différemment. Enfin, il y a des gars qui s'inventent différemment. En tout cas, c'était dans un espace contraint, une sorte de contrainte, mais vous y avez trouvé en fait énormément de liberté finalement, et peut-être même. Ouais. On n'aura pas le temps d'en parler plus parce que je pense qu'il va y avoir des questions dans le public. Du coup, je vous remercie tous, et puis on va écouter un petit peu ce que... Alors, il y a Margot et Alison qui vont circuler. S'il y a des questions, manifestez-vous. J'en vois une tout là-haut. Une ici aussi, voilà. On va vous écouter. Je commence ? Ok, oui. Merci. Merci pour ce débat très enrichissant. Je crois que c'est Edwige qui a mentionné Claude Ponty à un moment. Alors moi, j'ai commencé à lire des livres de Claude Ponty à mon fils de 2 ans, et ce ne sont pas des livres que j'ai eus dans mon enfance. Et j'ai tout de suite été embarquée par cette imagination foisonnante. Et j'ai appris dans un podcast récemment, dans le podcast Fête des Gosses de Louis Média, que Claude Ponty, et désolée de casser l'ambiance, avait été victime d'inceste dans son enfance. Et donc ça m'a apporté un certain contexte. Et je voulais peut-être que vous réagissiez à cela, comment un drame personnel peut ensuite faire jaillir des histoires incroyables.
qui, voilà, par la suite, circulent pour faire référence à la conférence précédente. Merci. Edwige, est-ce que ça vous... Alors peut-être en attendant, je peux peut-être juste par rapport à Claude Ponty, en tout cas pour éclairer aussi pour les autres, il se trouve que je l'ai interviewé déjà et je peux peut-être vous dire déjà que lui, il y a quelque chose qui a vraiment imprégné, qui imprègne son œuvre, c'est l'importance de montrer des personnages de grandes personnes qui ne sont pas forcément des parents bienveillants, mais que le danger peut venir des grandes personnes et des personnes qui sont les plus proches. Je pense qu'il n'a pas forcément formalisé comme ça dès le début de sa carrière, mais qu'il y avait un besoin de faire lire ça aux enfants, en fait, de faire lire que le danger est parfois dans le cercle très proche, avec un décalage qui est celui de l'humour souvent. Et il reprend aussi beaucoup les structures des contes de fées tradition orale, où vous avez des marâtres, par exemple aussi, ou des ogres qui dévorent leurs propres enfants. Et l'idée, comme je le disais tout à l'heure aussi, que le héros ou l'héroïne va traverser des choses très difficiles, mais il va s'en sortir. L'arbre sans fin, par exemple, il est magnifique. Il y a une scène où justement l'héroïne répond au monstre qui lui dit « j'ai pas peur de toi ». Elle lui répond « j'ai pas peur de moi non plus ». Et le monstre disparaît. Et donc voilà. Donc il fait aussi appel à cet ADN culturel des contes de tradition orale où le héros et l'héroïne va devoir traverser des épreuves absolument atroces et des personnages atroces, mais il va toujours s'en sortir. Est-ce que Julia, vous aviez... Oui, je crois qu'on nourrit nos fictions de choses qui nous ont imprégnées dans l'enfance, surtout quand on écrit des fictions pour l'enfance. Et moi, j'ai découvert a posteriori que, par exemple, dans plusieurs de mes histoires, le père était toujours absent. Il n'y a pas de papa. Et la mère est un peu inaccessible. Et en fait, ce sont des failles, des gaps de la vie de ces personnages qu'ils sont amenés à combler et qui leur permettent donc de surmonter des épreuves. Donc l'histoire montre un décor que j'ai pas conscientisé, qui pose des problèmes que j'ai pas conscientisés au moment de les écrire, mais qui dans l'histoire sont des épreuves à surmonter. Donc, après, j'espère qu'on peut être un écrivain sans avoir vécu des trucs atroces, quoi. Clairement, ce n'est pas atroce non plus. Il y a un peu le culte parfois de... Oui, de le maudit aussi. Oui, peut-être, voilà. Magali, est-ce qu'il faut souffrir pour créer ? Non. Enfin, non, mais après, moi, je me mets plutôt... Je me dis, je peux comprendre que le Ponty ait eu envie de faire quelque chose, en fait. Comment aussi modeler son histoire, en faire quelque chose. Ça, je trouve ça hyper important, que ce soit horrible ou moins horrible. Enfin, il y a quand même l'envie. Pourquoi on a envie de faire c'est une bonne question, quoi. Enfin, on se nourrit des choses positives comme négatives, en fait. C'est surtout ça. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je vois qu'il y en a une en bas aussi, là. Oui, bonjour. Ah, alors, tout là-haut, oui, on vous écoute. Bonjour. Merci beaucoup pour toutes vos présentations. Je découvre avec émerveillement tous ces auteurs, puisque je suis de la génération 62. Et je voulais poser une question à tout le public. J'ai été nourrie par Le Petit Prince. Et je souhaitais savoir si d'autres personnes avaient été nourries par cet auteur, par Saint-Exupéry, et s'ils avaient transmis, comme je l'ai fait auprès de mes enfants, ces histoires. Alors, comment peut-on... Par applaudissement, qui a été nourri par Le Petit Prince ? On a une jolie proportion, juste à l'oreille. Et qui l'a transmis à ses enfants ou à des enfants ? Ok, ça circule. Merci. Bonjour, j'ai été très émue et inspirée par tout ce qui s'est dit depuis le début de la matinée, donc merci à vous et merci également à Nathalie. Ma question elle est peut-être très musée, mais je remarque beaucoup que dans nos textes d'exposition, même dans la manière dont les parcours sont scénarisés,
Il y a beaucoup de choses qui sont faites par des professionnels pour leurs pairs. Je trouve que souvent, on oublie un petit peu les publics. Et moi-même, en tant que professionnelle de ce secteur, je dois avouer que je lis et que je comprends souvent plus de choses dans les cartels famille. Et donc, je me demande comment est-ce qu'on peut insuffler cet émerveillement dont vous avez parlé, dans les textes, dans les parcours, dans les médiations. Et est-ce que, c'est un peu une réflexion à chaud, est-ce qu'il faudrait qu'on conçoive toutes nos propositions comme des propositions adaptées à la jeunesse, ce que vous avez dit, Edwige, avec cette idée que potentiellement, un peu dans le même style que le design universel, si on conçoit pour les enfants, avec tout ce que ça implique d'imaginaire, etc., on conçoit pour tout le monde. Voilà. Qui veut répondre à... Non ? Alors, vous alertiez sur le danger de la manipulation, mais moi je trouve, et ça a l'air de faire écho à ce qui a été dit avant, qu'on comprend et on retient toujours mieux quand c'est dans une histoire. Et donc, articuler les informations... Après, il y a un dosage à faire, évidemment, on ne va pas raconter toute une histoire, mais articuler les informations de façon narrative, je pense que c'est une bonne piste, même pour les adultes, vous disiez. Oui. Peut-être embaucher des auteurs de fiction jeunesse dans les musées, ça pourrait être intéressant. Je ne sais pas si d'autres veulent réagir à cette question. Il y a d'autres questions ? Bonjour, merci beaucoup pour ce débat qui est très enrichissant et comme hier comme aujourd'hui. J'ai une question peut-être à Edwige qui peut me donner une réponse. Moi, je travaille avec les enfants immigrants et j'ai fait un atelier conte rituel pour cet enfant et toujours on s'inquiète beaucoup pour l'imagination. Et on a une crainte que tel enfant n'a pas il peut pas raconter une histoire ou l'ADN culturel qui n'a pas beaucoup développé par ce qui est très marqué par les milieux sociaux, je vais dire. Et d'ailleurs, j'aimerais bien encore connaître plus la notion d'ADN culturel vraiment parce que ça m'intrigue beaucoup. Et la question que j'ai, c'est un peu une question peut-être philosophique d'une question pourquoi l'imagination aide un enfant. Pourquoi on s'inquiète pour l'imaginaire. Pourquoi on aime bien que les enfants ont des imaginations en racontant les contes et tout ça? C'est une question peut-être philosophique qui me prend en fait. C'est vrai que le champ intellectuel, ça va être un développement pour le champ intellectuel et tout ça, mais est-ce que vous avez une réponse à ça? Pourquoi on aime bien on est dans un monde des réels. Et qu'est-ce qu'il importe l'imagination à nous, à les enfants déjà, parce qu'on parle des enfants, et pourquoi on aime bien que les enfants imaginent et cet émerveillement. Voilà, merci. Ça revient un petit peu à ce qu'on disait lors de la table ronde, quoi. C'est à la fois leur donner alors, des moyens de se divertir du réel, parce qu'on en a tous besoin. Je reviens sur l'idée qu'on a besoin de s'échapper dans des mondes imaginaires, parce que ça va nous permettre d'oublier nos soucis, de nous vider la tête. Et puis aussi, c'est l'autre fonction dont je parlais, c'est cette fonction d'éclaircissement du réel par le fait, à un moment donné, d'aller dans ce lieu. Pour moi, l'imaginaire, c'est comme un lieu dans lequel on va se réfugier pour rencontrer des personnages qui vont vivre les mêmes épreuves que moi, mais en les mettant à distance affective. C'est ce que j'ai appelé le paravent du personnage dans mes recherches. Pourquoi on peut mieux réfléchir sur la mort philosophiquement, hein, mieux réfléchir sur l'amour, mieux réfléchir sur le bonheur à partir d'un personnage qu'à partir de soi-même, parce que le personnage, il permet de mettre aussi mes affects à distance, dans une bonne distance affective, où la question philosophique, elle n'est pas trop loin de moi, sinon c'est trop abstrait, mais elle n'est pas trop proche de moi.
Parce que si je veux réfléchir sur ce que c'est que l'amour, ce que c'est que le bonheur, ce que la conscience de la mort peut apporter à mon existence, il ne faut pas que je sois trop collée à la question affectivement, parce que sinon je n'arrive pas à réfléchir. Donc j'ai besoin de mettre cette question-là dans une bonne distance affective, ni trop loin, ni trop proche, et il n'y a rien que mieux que la littérature ou la fiction. C'est-à-dire je vais réfléchir à partir des personnages. Je vais réfléchir sur ce que c'est qu'être amoureux à partir de Cyrano. Est-ce qu'il aime vraiment Roxane? Est-ce qu'on peut vraiment parler d'amour? Et je vais parler de la mort à partir d'une histoire complètement irréelle où on pourrait être immortel. Est-ce que ce serait vraiment bien d'être immortel? Et à partir de là, on peut réfléchir sur ce que finalement la mort peut apporter à l'existence, etc., etc., etc. Et je pense que c'est pour ça que, comme je disais aussi, il n'y a pas de civilisation sans récit. C'est quand même fou. Dès qu'il y a civilisation, il y a conte, il y a légende, il y a mythe, maintenant il y a série. Et c'est parce qu'on a tous, et c'est vraiment une grande fraternité universelle, à la fois besoin de se divertir et en même temps besoin de mettre nos problèmes dans une bonne distance affective pour mieux se les approprier et pour mieux y grandir. Voilà. Et je pense qu'on a, et je vais reprendre une casquette aussi d'enseignante, de défendre les lieux publics où tous les enfants peuvent avoir accès à ces expériences, l'école, les bibliothèques, les musées, et défendre la médiation que les adultes, justement, enseignants, bibliothécaires, éducateurs, par leur étayage, par leur mission au quotidien, permettent à tous, et notamment aux enfants dont vous faites référence là, d'avoir accès à ces expériences. Je crois que Julia voulait rajouter quelque chose. À vous. Merci. C'était pour faire écho à ce que vous disiez à l'instant sur le fait que vous aviez l'impression que certains enfants avaient plus de mal à convoquer leur imaginaire, notamment dans des classes sociales en difficulté. Et moi, ça fait écho à des expériences d'autrices qu'on a eues avec des amies autrices. Quand on rencontre des enfants dans des milieux difficiles, et je pense à une autrice qui m'a raconté une intervention scolaire créative où elle voulait inviter les enfants à raconter des histoires, à inventer des histoires à Mayotte, dans des écoles où la plupart des enfants ne savaient pas lire, pas écrire. Mais donc c'était un exercice d'oralité, d'inventer une histoire. Et elle a eu des difficultés avec plein de ces enfants qui n'arrivaient pas à imaginer des choses qui n'étaient pas réelles, à inventer une histoire qui n'était pas la leur. Par exemple, l'une des astuces qu'elle a réussi à convoquer, c'était « qu'est-ce que tu préfères dans la vie ?» Et un exemple, c'était un garçon qui dit « ce que je préfère, c'est mon t-shirt, c'est mon objet préféré », parce qu'en fait, c'était le seul qui était à lui. Et donc, en fait, peut-être que la capacité à l'imaginaire, elle nous rassure énormément, parce qu'elle dévoile, en fait, qu'on a une sécurité, que l'enfant a une sécurité qui lui permet de se détacher de ses problèmes, comme vous disiez, et du coup, d'aller vers l'imaginaire. De ne pas rester sur simplement des nécessités urgentes qui sont les siennes. Une autre question. Une autre question. Ah, il y en a une là aussi. Il y a 2 micros. Allez-y. Merci et merci pour ces partages. Cette question s'adresse plus principalement à Vincent et Stéphane. Dans votre film d'animation Panique dans le village, en fait, j'étais particulièrement médusée du fait que vous partez du fait du jeu avec des figurines, jeux auxquels se livrent les enfants sur des temps périscolaires, des temps de jeu, des temps de loisirs. Et en fait, vous parvenez merveilleusement à nous entraîner, à les entraîner dans l'émerveillement, dans une histoire, dans une création. Et je voulais savoir si ce fait, selon vous, ça renforce le consentement euphorique de l'enfant à la fiction, ou bien au contraire pas, ou est-ce que c'était une difficulté, ou bien est-ce que ça n'a aucun effet par rapport à ce voyage dans lequel vous emmenez les enfants au travers de votre film. Je sais pas si j'ai très bien compris la question. Oui, en fait, j'ai été médusée par le fait que vous soyez partie de figurines qui sont des jeux qui sont en fait
des outils qu'utilisent les enfants, enfin, qui sont des jeux de figurines. Et là, on est un peu dans un fait de jeu, si je puis m'exprimer ainsi. Et en partant de ce fait de jeu, en fait, vous créez une histoire et vous créez un film. Et je voulais savoir si pour vous, cette approche, cette technique, ça participait d'une augmentation, enfin de plus les emmener dans votre histoire, ou bien est-ce que ça n'a aucun effet, ou bien est-ce que c'était une question en disant est-ce que le fait d'utiliser quelque chose de concret que les enfants, avec lequel les enfants jouent au quotidien, est-ce que c'est une difficulté supplémentaire pour en faire un film d'animation? En fait, le tout début de Panic au village, ça a vraiment commencé, comme j'expliquais, c'était juste prendre du matériel le plus cheap possible, enfin le plus pauvre possible, le plus accessible pour raconter des histoires. Au début, c'était des très courtes histoires. On a d'abord fait une série de 5 minutes, on a fait 20 épisodes de 20 minutes. Et l'idée, c'était vraiment de raconter des histoires absurdes avec ces personnages-là dans un monde... Enfin, c'est un peu comme... C'est un monde réel, mais il n'est pas réellement réel. Il se passe des choses un peu étranges, mais plutôt des gags visuels comme, je ne sais pas, Mr Bean ou n'importe quoi. Enfin, toutes les séries qu'on aimait bien. Et puis, on a extrapolé ça quand on a fait le long métrage, mais... Ouais, en fait, on a un peu développé notre univers autour de ces figurines, du design de ces figurines, mais on l'a aussi un peu transformé à notre manière. Oui, je crois qu'à partir du moment où on écrit les histoires, on oublie totalement qu'on utilise des jouets. En fait, c'est vraiment... la base, c'est des jouets, mais... C'est une matière première. Après, on oublie totalement le truc et ça devient... on a créé un univers... oui, en fait, c'est une espèce de... Ces jouets, en fait, c'est des jouets que nous, on avait. Nous, on est nés dans les années 60. On avait ça, nous, quand on était gamins. Mais je pense qu'ils étaient abandonnés. En fait, si on ne les avait pas récupérés, je crois qu'ils seraient brûlés. Ça n'existerait plus. Donc, c'est en fait un peu du recyclage, en fait. Et donc on a créé un autre univers à partir de jouets qui étaient abandonnés. Plus personne n'en avait rien à faire de ces trucs. D'ailleurs, c'était dans les brocantes qu'on les trouvait. C'est du sauvetage, en fait. Oui, ouais, et je trouve que le fait d'avoir utilisé ces personnages-là, ces objets-là, en fait, ça nous a permis, sans le savoir, on l'a voulu, mais c'est petit à petit, c'est un petit peu vous creusez un terrier, puis au fur et à mesure, vous avez des choses qui apparaissent. Par exemple, l'épisode... quand Cowboy et Indiens vont à l'école, ils doivent résoudre un problème de mathématiques qui est super compliqué. C'est la différence, enfin la distance exacte entre la Terre et la Lune en millimètres. Et comme ils n'arrivent pas à trouver la solution, et ils savent que parmi les étudiants, il y en a un, c'est un cochon qui a la solution. Et la seule solution pour eux, c'est de devenir tout petit pour aller dans son cerveau, pour aller chercher la solution que lui a trouvée. Ben voilà, ces trucs-là, c'est parce qu'on avait ces personnages-là et qu'on s'est dit, on a des cow-boys, on a des indiens, on a des animaux, mais on ne va pas leur faire raconter l'histoire de cow-boys, d'indiens et d'animaux, on va leur faire raconter des histoires qui nous intéressent et qui nous amusent. Donc voilà, c'est vraiment que des outils, en fait. Mais bon, on les aime bien. Je crois qu'il y avait une question devant. Oui, alors je voulais déjà faire part d'un regret. Nous avions enfant au Tchad des cahiers de souvenirs. Ces cahiers de souvenirs n'étaient pas personnels, c'est-à-dire qu'on les prêtait 2 jours à chaque copain, chaque copine, qui rajoutait soit un poème, une histoire, une anecdote de l'école, qui dénonçait un copain qui avait fait quelque chose, qui collait une plume. Enfin, chacun faisait ce qu'il voulait sur 2 pages. Et on gardait ce cahier de souvenirs. C'était notre premier ouvrage collectif, bourré d'histoires. On en rigolait beaucoup. On se les volait parfois. Enfin bon. Et cette habitude-là semble avoir disparu des écoles. Et on avait ça dès l'école primaire. Et c'était d'ailleurs encouragé par les enseignants. Bon, nous, on a tout perdu parce qu'on a vécu la guerre civile au Tchad. Donc, pof, tout ça est parti. Mais ça fait partie des objets que je regrette le plus. Et puis, j'avais une question. Alors, nous avions une famille d'enseignants, donc plein d'ouvrages. Mais les plus beaux moments qu'on avait, c'est quand mon père nous racontait des histoires le soir, ou ma grand-mère.
Et je peux vous dire que les adultes étaient installés avant les enfants. Ça m'a toujours marqué, ça. Pas qu'on était remuants, mais ils attendaient plus que nous, semble-t-il, ce moment-là. Et les histoires qui perduraient, qui nous intéressaient vraiment, c'était celles qui s'achevaient par la peur, sans nous donner de réponse, sans nous donner de solution. Et je me souviens que mon père, à chaque fois, nous disait « Et aujourd'hui, as-tu encore peur ?» Et je voulais connaître, alors qu'on leur posait bien sûr des questions, invariablement, les adultes faisaient « Et donc, j'aurais aimé savoir quelle quel rôle joue la peur dans toutes ces histoires qu'on nous raconte infiniment. Et on aime cette peur et on va la chercher, et on la souhaite. Donc voilà, c'était ma question. Peut-être Edwige, je sais que sur la peur, vous êtes incollable, mais... Non, c'est des pratiques d'écriture qui existent toujours dans les écoles. Ouais, aujourd'hui, c'est de la responsabilité, le choix de l'enseignant de mettre en place des outils d'écriture divers, mais ce type de cahiers, on les voit encore exister dans les écoles aujourd'hui. Sur la peur, on parlait d'universalité, quoi. C'est vraiment une émotion totalement universelle et qu'on a besoin de canaliser. Voilà. Et on a besoin de l'apprivoiser. Et justement, on peut inventer soi-même des situations où on va avoir peur, mais en toute sécurité. Donc c'est une formidable, la fiction, c'est ce lieu aussi où on va pouvoir se réfugier pour canaliser des émotions qui ne sont pas toujours agréables dans la vraie vie, mais celle-là, on va pouvoir l'apprivoiser, voilà, et inventer des situations où on se joue à avoir peur, on joue avec la peur. Donc c'est pour ça qu'on aime tous ces histoires-là, voilà, enfants comme adultes. C'est cette fonction de la fiction, c'est pas facile à dire, mais j'y arrive bien quand même, fonction de la fiction, voilà, totalement universelle sur le temps de l'humanité, mais universelle et intemporelle d'un point de vue d'une vie humaine aussi, de 4 ans jusqu'à ce que mort s'en suive. Et je dis 4 ans, mais c'est même avant, quoi. Quelqu'un d'autre veut réagir à cette question de la peur? Non? Oui, Julia? Moi, je suis très, très étonnée par le plaisir qu'il y avait à avoir une peur sans réponse. Moi, mes souvenirs très intenses de fiction enfants qui m'ont traumatisée, entre guillemets, qui m'ont marqué fortement, comme vous disiez, c'est par exemple des épisodes ou des films ou des histoires dont j'ai pas eu la fin. Et ça, c'était terrible. Notamment un épisode, je ne sais plus, peut-être que c'était Charmed, donc ça ne devait pas faire très très peur. Mais bon, j'étais petite. Et mon père, voyant que j'étais terrorisée à me planquer derrière le canapé, m'a retiré de la pièce, m'a mis au lit, et donc j'ai fait des cauchemars toute la nuit. Et le lendemain, je dis, mais c'est quoi la fin? Je veux savoir comment ça se résout, en fait. Et il n'a jamais voulu me dire, et je garde cette peur en moi depuis mes 6 ans. Mais c'est la force des très grands récits aussi, de nous donner la liberté aussi, d'inventer la fin, voire même de changer la fin, parce qu'on a tous lu aussi des récits qui finissaient de façon très fermée, et on n'avait pas du tout envie que ça se finisse comme ça. Et dit, mais non, mais en fait, elle va revenir et tout. Voilà. Donc, c'est aussi, quand on s'approprie une fiction, d'avoir cette liberté. Les grands récits, pour moi, c'est des récits qui laissent beaucoup, beaucoup de place à l'interprétation. Voilà, où on peut justement avoir cette liberté dans ce grand laboratoire de l'imaginaire, c'est l'expression qu'utilisait Paul Ricoeur pour définir la littérature, le grand laboratoire de l'imaginaire, où on peut tout expérimenter, mais où on est extrêmement libre aussi. Je pense que ça sera peut-être la note de la dernière parole sur cette liberté, finir sur cette liberté à la fois de l'auteur, du créateur et du lecteur, de la lectrice. C'est assez enthousiasmant. Merci à tous. Merci à vous.